Je m'appelle France Cadet, je suis une artiste numérique et également enseignante robotique à l'École supérieure d'art d'Aix-en-Provence. J'ai enseigné également à Chicago, toujours dans des milieux culturels qui s'intéressent aux technologies. Et je suis basée à Marseille et je serai à Paris en janvier 2025 à la galerie Satellite pour l'exposition Human versus AI Robots. Alors d'une manière générale, les intelligences artificielles dans la création graphique, je suis assez critique envers ça. Alors c'est un outil indéniable, que ce soit dans les transports ou la médecine, mais ça reste malgré tout pour moi uniquement un outil statistique. Et alors forcément dans le traitement de données, il faut bien se rendre à l'évidence que le silicium est supérieur aux neurones, mais dans la création graphique, je trouve que c'est assez esthétiquement pauvre et uniforme, on va dire. Du coup, mon travail est un peu critique par rapport à ça. Et de manière générale, j'ai pas recours à ces intelligences artificielles, en fait. La seule fois où je les ai utilisées, c'était justement pour critiquer et mettre en lumière les limites de ces machines et de ces outils. C'était notamment pour parler des machines hyper réalistes qui, à mon sens, simulent les émotions et ne les éprouvent pas vraiment. J'ai utilisé un algorithme qui a permis de modéliser en 3D un visage d'après une photographie et de l'animer avec des micro-expressions faciales. Et le danger pour moi, c'est qu'à l'heure actuelle, il est très difficilement détectable et discernable ces créations faites par des machines. Et pour moi, elles ont pas il y a pas d'intention et de création derrière ces productions-là. Donc c'est un petit peu le danger, et c'est pour ça que je les utilise pas vraiment, mais je les critique, ou en tout cas j'en parle dans mon travail de manière humoristique et un petit peu caricaturale. Je me sens pas directement mise en danger par ces intelligences artificielles dans ma carrière artistique, dans la mesure où j'ai un rapport presque artisanal à la production. J'aime ce savoir-faire et fabriquer des choses avec mes mains, même si j'utilise par exemple des impressions 3D qui demandent beaucoup de finition. J'aime cette dextérité que l'artiste avait, cet artisanat presque. Et j'ai ce rapport un peu traditionnel à la création artistique et à la production. Donc pour moi, je me sens pas directement mise en danger par ces outils-là dans ma production, mais je pense que c'est un réel danger et une uniformisation, une standardisation des productions à l'heure actuelle. Alors, j'ai une formation de sciences avant d'avoir une formation en art. Et mes premiers amours de la science ont donné naissance à toutes mes préoccupations en fait artistiques, autant sur le fond que sur la forme. Sur le fond, parce que je m'intéresse à notre rapport à la science, qui est assez complexe, notre mutation technologique, notre devenir cyborg ou machine. Et sur la forme, parce que j'aime bien utiliser des technologies innovantes, électroniques, robotiques, réalité augmentée, ou parfois plus low-tech, mais en tout cas interactif, qui permet d'impliquer le public. Pour moi, l'échange avec le public est fondamental et fait partie intégrante de la pièce. C'est pour ça que j'ai intégré l'école d'art à Aix-en-Provence, qui avait vraiment cette recherche art-science. Et donc tout mon travail parle un petit peu de cet aspect-là. J'ai commencé dans une grande partie de mon travail, j'utilise un petit robot chien du commerce que je pirate et que je reprogramme. Tout d'abord pour parler de la condition animale. Donc j'ai fait par exemple des robots chiens, vaches, hybrides, Dolly qui souffraient de pathologie de la vache folle. Et puis je me suis intéressée au fait que ce soit des machines. Et est-ce qu'une machine peut souffrir? Est-ce qu'elle peut se divertir? Jusqu'à éprouver des sentiments ou avoir une conscience ou voir du désir. Est-ce que ces machines peuvent devenir désirantes? Donc ces préoccupations-là ont évolué. Et là, je suis passée après au robot humanoïde cyborg. J'ai été aussi amenée à pas mal voyager, grâce notamment à des prix que mes robots ont obtenus, notamment Digital Awards au Japon et VIDA, un concours sur la vie artificielle. Donc voilà, j'ai toujours évolué dans ces deux rapports, art-science, et mes robots ont permis de voyager et de rencontrer différentes cultures et différents rapports
à la technologie. J'ai pas directement d'expérience un petit peu, j'allais dire presque mystique, mais en tout cas habitée, ou c'est peut-être un petit peu occulte pour moi. La manière de créer est beaucoup plus en fait apparentée à la démarche d'un chercheur scientifique, avec une part d'enquête et de recherche sur les sujets que j'aborde, et ensuite de production un petit peu plus cadrée. Et du coup, ces expériences-là sont pas forcément communes pour moi, ou en tout cas, je les interprète pas de cette manière-là. C'est-à-dire que même s'il y a une part d'inconscient, ou en tout cas, je sais que le libre arbitre peut être quelque chose d'illusoire, pour moi, ces choses-là, inattendues et surprenantes, sont toujours basées sur nos expériences, donc quelque part ne nous échappent pas totalement. Donc j'ai un petit peu cette vision-là de l'artiste, finalement un petit peu scientifique et un petit peu terre à terre. En fait, de manière, je m'inscrivais presque dans le courant de pensée que Louis Beck a créé, qui est une sorte d'épistémologie fabulatoire, pour reprendre ces termes, c'est-à-dire une sorte de critique presque poétique de la science, une sorte de pseudo théorie scientifique. Et il dit par exemple qu'il n'y a pas de science sans fabulation et extrapolation. Et je suis assez proche de ce courant de pensée, c'est-à-dire qu'à la fois très scientifique et limite rigoriste, mais avec une part d'imaginaire et d'interprétation beaucoup plus libre. Un peu comme la science-fiction peut être considérée comme un outil de pensée, plus qu'un outil prédictif en fait, voilà, comme un outil philosophique. Mais je suis plus proche je me définirais plus comme voilà, dans le courant de pensée de Louis Beck et de l'épistémologie fabulatoire. J'aime beaucoup ce terme de Louis Beck. D'accord. Louis Beck est un artiste, poète, philosophe et scientifique, qui a notamment été à l'origine de l'espace d'expérimentation pluridisciplinaire et transdisciplinaire à l'école d'art d'Aix-en-Provence, et qui a créé ce rapport art-science, qui était la raison pour laquelle je suis venue étudier dans cette école d'art qui explorait les champs art et sciences. Les œuvres que vous pourrez voir à la galerie Satellite pour l'exposition sont des leçons d'anatomie, quelque part, qui mettent en parallèle le mécanisme des machines avec le mécanisme du vivant. Je suis assez fascinée par ce parallèle-là, qui est uniquement fonctionnel. Et donc j'aime rentrer dans les pièces. Donc vous pourrez avoir accès à l'anatomie organique ou mécanique de créatures artificielles, de cyborgs, soit en réalité augmentée, soit avec des impressions lenticulaires. Donc en fait, en fonction du point de vue du spectateur, ça m'intéresse assez, comment interpréter ou comprendre un phénomène. Donc en fonction du point de vue du spectateur, vous aurez accès à l'anatomie organique ou mécanique de ces créatures artificielles, qui sont peut-être notre futur. Un grand moment dans ma carrière était le travail en fait avec mes robots chiens qui ont eu un prix à Madrid et au Japon. Et mes robots ont parcouru le monde, plus que moi d'ailleurs. Et pour moi, c'était une vraie reconnaissance et un vrai échange avec toutes ces cultures que j'ai pu rencontrer. Alors, je me définis pas comme hacker, ou alors en tout cas, je pirate des robots chiens, mais dans le sens de détourner, en fait, dans l'anglicisme, mais pas il n'y a pas un côté trop subversif dans mes outils. J'aime utiliser des outils que les gens connaissent et comprennent pour utiliser des références un peu universelles. Et d'ailleurs, un grand moment aussi qui a suscité beaucoup d'émotions chez moi, c'était le moment où mon premier robot chien que je suis arrivée à pirater a bougé une patte, un petit peu comme si j'étais arrivée à lui donner vie. Et pour moi, cette partie-là de création et de programmation qui est assez chronophage dans mon travail et qui n'apparaît pas forcément lorsque je fais des expositions, était assez émouvant parce que ce robot-là a pris une deuxième vie, ce robot hybride modifié par mes soins. Et
Donc ça, c'était une chose assez mémorable. C'est un vrai scientifique, donc il adorait en fait inviter des terminologies et il perdait les journalistes. Je le vois dans une partie où le journaliste c'est plus ce qu'il raconte, parce que comme il a toute l'assise théorique, il aime justement jouer sur les frontières. Il s'est inventé d'ailleurs un terme de zoosystémicien. Il parle de toutes les racines latines. Et en fait, pour moi, voilà, quoi, la taxonomie, tout ce travail-là, c'était vraiment... En fait, moi, je faisais du Lubeck sans le savoir. J'ai dit, il faut que j'aille le rencontrer. Et du coup, après, mon travail a un peu évolué. Il avait fait un gros travail sur les sulfanogrades. C'était un nouvel ordre d'animaux qui, en fait, était basé sur l'assimilation du soufre. Donc, il y avait vraiment tout un côté imaginaire, fictif, mais qui pourrait exister, qui était plausible. Et après, on a découvert des bactéries qui assimilaient le soufre. Et pour moi, c'était quelqu'un de fabuleux, quoi.